Merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. Et donc pour se plonger dans l'univers de l'opéra électronique, quoi de mieux que de ne pas prendre un exemple d'opéra électronique, mais plutôt de nous pencher sur le film Eden de Mia Hansen-Løve, qui est sorti l'année dernière en 2014, et dont le pitch très simple retrace les débuts de la musique électropop à Paris à la fin du XXe et ensuite au début du XXIe siècle. Dans l'extrait que je prends, qui est au tout début du film, on a en musique un arrière-plan sonore, la musique Follow Me, qui est comme une invitation à plonger dans cet univers. Et on suit Paul, qui est donc à la gauche de l'écran, Félix de Givry, qui est futur DJ et qui profite d'une rave en banlieue parisienne éloignée. Et donc s'ensuit un dialogue avec le créateur du magazine Fanzine. Donc je vous retrace le dialogue. Ça vous plaît la soirée? Et donc Paul qui dit « Ouais, vachement, on pensait pas qu'on entendrait du garage un jour en rave ». Et donc on lui répond « Vous aimez le garage? Faut que vous preniez le fanzine, il y a une interview de Frankie Knuckles dedans. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique? C'est plutôt rare de voir des gens qui aiment le garage à Paris. » Et Paul répond « Ce qu'on adore, c'est le mélange des machines et des voix, le côté robot de la musique électronique, avec la chaleur qu'apporte la soul. » Et son ami Cyril, pour un peu enfoncer le clou, lui dit le chaud-froid. Bon, on avait compris l'idée. Et la scène suivante met en scène finalement le lieu de cette rave party, comme propose une première réflexion esthétique sur ce qui vient d'être dit sur cette rave dont viennent parler les personnages, comme un monde à la fois atemporel et utopique. On est en présence d'une forêt, le lieu se situe dans une forêt très éloignée de Paris. L'ami de Paul a perdu la mémoire et les danseurs, que on voit déjà deux là sur les deux images, sont comme des zombies et seulement maintenus par le rythme, le beat, qui les fait encore survivre en fait sur la piste de danse. On peut avoir deux enseignements de cette première représentation esthétique du lieu de l'électro. D'une part, un lieu à part, un lieu irréel, et à la fois quelque chose de figé et de mouvant, quelque chose qui palpite d'une certaine manière. À cette époque, les DJ ne sont pas encore érigés en rois et les récepteurs qui écoutent et qui dansent en même temps ne sont pas tournés vers lui. D'une certaine manière, la musique est omniprésente et immanente. Elle est audible et rendue visible par les corps. On a d'une part le lyrics, le chant, qui est à proprement parler la voix et les paroles, qui permet une première appropriation de la chanson par le texte et le chant donc, et d'autre part le beat, ce rythme qui meut irrémédiablement, qui porte la voix et le corps. On a de fait une sorte d'articulation d'euphorie et de mélancolie, et la BD de Cyril, donc l'ami de Paul, s'intitule « Le chant de la machine ». Donc on est déjà sur l'idée d'un lien entre humanité, entre biologique et machine qui est intéressant. Et là, sur cette image, Paul quitte le lieu de la rave, donc où on voit encore tous ces personnages secondaires s'animer de manière irrémédiable sur ce beat, tandis qu'il quitte comme par un long couloir ce côté un peu irréel et utopique vers la forêt, qui est encore une fois un lieu à part et perdu. Pour revenir au monde de l'opéra à proprement parler, j'aimerais replacer le monde de l'opéra vis-à-vis des technologies, donc en les replaçant dans la lignée des spectacles de cour. Et il faut se rappeler que les ballets et les divertissements machinés sont indispensables au spectacle lyrique depuis donc de très nombreux siècles, tant par rapport à l'horizon d'attente qui est formulé par le public que par rapport à la réalisation effective de la pièce, puisque le livret prévoit la mise en scène de ces effets, donc c'est un paramètre avec lequel le compositeur doit composer en amont. De fait, les technologies forgent le succès des opéras et même participent à la patte d'une esthétique dite nationale, entre guillemets un esprit français. Cependant, ces techniques sont toujours extérieures à l'opéra. Si la technique entre en interaction avec la création sonore et littéraire de l'opéra à cette période, ce n'est que comme argument. La musique accompagne des levées de rideaux, des changements de décor, des effets spectaculaires de machines, etc. Avec l'apparition des musiques proprement électroniques, le poids de la technologie dans l'écriture et de la mise en scène forcément va changer. Elle devient un élément à part entière dans la composition musicale puisqu'elle s'intègre réellement comme élément musical dans la partition. Et donc je cite Jean Molineau à ce propos. À la fin il parle de la fin du 19e et début 20e, la situation change complètement, la technique envahit peu à peu les différents domaines de l'existence et fait son entrée dans le monde sonore.
forcément, on va questionner par là même le rapport à la scène, et donc je vous affiche la citation, toujours de Jean Molineau. La mise en scène de la musique à l'âge tonal est externe à la musique elle-même. Le spectacle s'ajoute à la musique et à la distribution spatiale des sons ne joue pas de rôle et la distribution spatiale des sons ne joue pas de rôle stratégique dans la composition ou l'audition. Ordinateurs et machines musicales permettent maintenant d'intégrer l'espace dans la musique. Les techniques de localisation, de réverbération, de déplacement et de vitesse différentielle des sons construisent un espace sonore où se produisent processus et événements. Elle crée ainsi une dramaturgie sonore qui se substitue partiellement au fil du discours musical présent dans la musique tonale. Donc la musique, profondément modifiée dans son code génétique même, pose une question vraiment épineuse qui est qu'est-ce qui est porté à la scène au final ? Surtout que ce questionnement concernant la dramaturgie opératique apparaît à la fin d'un siècle ou dans un siècle où on est au cœur d'une crise existentielle dans la société moderne qui est en prise au désenchantement. On a, dans un contexte précis, de sentiment de perte en monde, d'aliénation technologique, plus particulièrement où le couple technologie et biologie fait relativement peur. Par exemple, on pourra citer au crépuscule du XXe siècle Matrix des frères Wachowski, dont le premier est sorti en 1999 et qui synthétise bien cette problématique. La machine et le technologique souffrent globalement de préjugés. L'outil peut être vu comme lourd, voire immobile, et surtout la nature du son électronique peut être pensée comme morte, au contraire d'une vibration vivante de l'instrument de facture classique. À ce propos, Jean Molineau parle de modification ontologique du son, qui questionne d'une part le statut objet-sujet, notification, pardon, le statut de l'objet et du sujet. Le sonore n'est plus l'objet immédiat du producteur, c'est un résultat médiatisé par de nouvelles entités et de nouvelles règles de construction. Et d'autre part, invite à du coup redéfinir les nouveaux paramètres du son, comme vous le savez sans doute. Il est digitalisé ou numérisé, c'est-à-dire converti en ensemble de nombres correspondant aux divers paramètres qui le définissent. Et ces paramètres ne sont plus seulement les dimensions classiques, hauteur, intensité, etc. Et donc, la question est actuellement, qu'est-ce qui est adéquat ou au contraire inadéquat lors de la mise en scène, puisque une mise en scène raconte ou du moins montre quelque chose qui est en action, et on a bien vu qu'au contraire, l'outil, la machine souffrait de préjugés qui allaient en théorie dans le sens inverse. Molineau parle ainsi de champs ouverts par la technique sans savoir encore trop quoi en faire, et il s'agit ici d'en établir quelques aspects méthodologiques, en tout cas de poser quelques pistes de réflexion par rapport à des créations postmodernes. Donc, d'une part, les Américains, les compositeurs américains comme Glass, donc à la fin des années 70, et puis ensuite des initiatives beaucoup plus contemporaines comme Heiner Goebbels, ou encore une création contemporaine de cette année qui s'intitule 300 bisons. Et tout cela à la lumière du réinvestissement de l'électronique en musique sur scène. Que mettre en scène, pourquoi et surtout comment. Et nous proposons donc de voir en quoi l'électronique peut être réinvestie dans le cadre de l'opéra comme un élément vivant, au contraire, et faisant vivre un cœur battant, le beat, qui permet de réactualiser les possibilités de la scène par son essence même, l'inouï comme événement futuriste, et ses qualités expressives, stimuler un ailleurs en contrôlant le temps et surtout élargissant l'espace. Donc tout d'abord avec l'idée des premières initiatives américaines, donc de la fin des années 70, on a l'idée d'une nouvelle totalisation, d'une esthétique de l'immanence et de l'opéra comme un corps politique. Je cite Daniel Cohen-Levinas qui dit que l'opéra repose sur un processus de totalisation qui atteste, dans le meilleur des cas, une réconciliation de l'activité artistique avec toutes ses composantes. Et on voit bien que si une composante est ajoutée, il faut bien l'intégrer d'une certaine manière et surtout comment l'intégrer sur scène. L'idée, c'est de reformer un tout en incluant donc le technologique, puisque l'opéra est un ensemble de médias, et cela va passer, comme je l'ai dit en exemple d'introduction, par la création d'un espace utopique et mythique, avec un mixage d'une certaine manière absolu de tous les éléments et de tous les médias, et surtout de leurs propres symboles projetés sur scène, mis en scène. Ce qui va supposer une organisation rigoureuse de l'espace et du temps, dans la partition d'une part, la partition de musique minimaliste, donc je vais ici prendre comme exemple Einstein on the Beach de Glass et mis en scène par Bob Wilson. Avec donc dans la partition minimaliste de Glass une surprésence du nombre de la série, des jeux avec le nombre 2 et 3 par exemple, on aura toujours 3 thèmes et 2 scènes par acte, des nombres chantés aussi dans Ni One. Le texte fait entendre soit la structure rythmique, donc le nombre, soit la structure harmonique, donc les notes.
Les thèmes sont réduits et inlassablement répétés, ce qui offre un profil mélodique toujours identifiable. Par exemple, dans l'acte 1, scène 2, le procès, le thème 2 est toujours sur une formule de violon qui est inlassablement répétée, qui est do, mi, sol, la, mi, ré, sol. Ou encore au niveau de l'effectif instrumental qui est réduit certes, surtout composé de cuivre, vent et aussi clavier et voix, mais qui sonne comme un grand effectif puisque tout est amplifié et spatialisé, et donc Glass collabore avec des instrumentistes, techniciens et ingénieurs du son. Et ça va forcément se traduire sur la scène de différentes manières. J'ai parlé du temps et de l'espace excessivement, rigoureusement ordonnés. Ici, on est sur la scène du spaceship, où on voit bien que temps et espace sont mis en scène par des abscisses et des ordonnées, de manière tout à fait claire. Du coup, on a une lecture directe en fait, de ce qui est travaillé musicalement parlant. De la même manière, alors, pardon, je ne l'ai pas mis au bon moment, j'y reviendrai ensuite. Dans la scène du procès, donc Trial 1, Mr. Bojangles, corps et voix sont totalement synchronisés, et par exemple, même la toux qui est utilisée par le juge est complètement inclus dans le travail dans l'écriture de la partition. Et on a aussi visuellement sur scène les corps qui sont complètement synchronisés ensemble et des dualités complètement complémentaires. Par exemple, on a le seul duo de toute l'œuvre qui est la femme noire et l'homme blanc, ici placé au milieu, et qui sont donc toujours en interaction avec quelque chose de très ordonné, qui est comme moteur, et d'un vivant qui réagit. Plutôt que de voir ces éléments, d'une certaine manière, on n'est plus en face tout à fait d'acteurs, mais d'éléments humains qui parcourent la scène, plutôt que de les voir comme des éléments chacun à proprement parler, on est plutôt en face d'un tout organique qui fonctionne les uns envers les autres et qui meuvent globalement la scène et l'espace scénique. La définition proposée par Béatrice Rameau-Chevassus à ce propos, c'est l'idée d'un théâtre d'objets, d'un théâtre de lumière qui délimite l'espace. Elle parle à ce propos d'un théâtre qui permet de voir une image sonore qui petit à petit prend corps de la même manière que se déroule dans le temps la partition, qui permet d'installer l'image, de donner corps et sans doute à cause d'une grande influence cinématographique de la part des deux créateurs. En conclusion de ce travail, on peut voir que l'idée c'est de donner le privilège au texte et à l'image sur la musique, le privilège de représentation de l'effet finalement que produit la musique, qui est mis en scène comme une sorte de projection de cette sensation produite par la partition. De cette manière-là, l'esthétique devient une narration, et d'ailleurs, c'est l'essence de ce travail naît d'une méthodologie très particulière. C'est souvent le metteur en scène qui vient voir le compositeur pour travailler et mettre en scène un opéra, le montre bien. La musique minimaliste projette immédiatement quelque chose, une image, une pensée sur scène. Et à ce propos, donc, j'aimerais revenir sur la note de Glass par rapport donc, à son travail sur Einstein on the Beach, qui est A man in a room, a man in a room, a man in a machine room, a man in a tank. Où on voit bien qu'il y a un rythme inlassable qui revient, légèrement modifié, comme dans la partition minimaliste, où il suffit d'un rythme légèrement différent ou d'une note en plus pour légèrement modifier, donc sentir quelque chose sans que l'ensemble soit totalement dérouté. Et de la même manière, donc, Glass voit ça comme une image tout de suite qu'il projette dans ses notes et qu'il projette sur scène. Cette musique est donc pensée en termes d'image, image rythmée, brouillage entre l'humain et la technique. Et donc la série et les sons numériques stimulent ces images-là. Glass utilise, comme je viens de vous le montrer, des métaphores visuelles liées à l'espace pour évoquer sa manière de composer. Et il dit dans une interview sur la BBC « Je commence par entendre des images venues du brouillard et qui deviennent visibles. La musique est un lieu, quand on le connaît, on y retourne. » Pour conclure sur le travail de Einstein on the Beach, on voit bien que l'opéra est un média privilégié avec peut-être un but politique derrière, qui est l'idée de reformer une police, un espace ouvert, contrairement à un espace totalitaire, un espace totalisant qui travaille sur une esthétique totalement utopique, presque du rêve. Par exemple, dans la scène Trial 1, All Men Are Equals, on voit bien que, ne serait-ce que donc, dans le texte lui-même, qui est très très réduit, donc je cite le juge, « In this court, all men are equals », est mis en œuvre une utopie. Contrairement à, alors je reprends la distinction de Paul Ricoeur entre idéologie et utopie. Une idéologie préserve et conserve la réalité, tandis que l'utopie met essentiellement la réalité en question. Et c'est bien de ça dont il est question ici dans cette mise en scène. Dépasser la rupture, la crise de l'homme moderne, pour offrir via l'opéra une sorte de manifeste humain et politique au sens large.
Donc un questionnement esthétique et à la fois métaphysique qui, je vais essayer d'aller vite, essaie toujours de toucher le sensible, d'être en accord total avec le récepteur, donc de toucher le sensible par une mécanique des corps réglée. Pour Glass, toujours, la musique contemporaine est un art de notre temps et non une discipline académique, et il faut aller chercher le public là où il se trouve. De fait, Glass se concentre toujours sur des matériaux restreints de départ qu'il soumet à des actions limitées, car il revendique toujours donc des effets perceptifs, avec notamment le poids du symbole. Donc, j'ai pas trop le temps de m'y attarder, mais voilà, il faudrait. Par rapport à cela, j'aimerais du coup aller sur une autre initiative plus contemporaine, qui pour moi met en scène d'une nouvelle manière, renouvelle la problématique de ce qui est mis en scène dans une musique électronique, avec notamment I Went to the House but Did Not Enter de Heiner Goebbels, qui n'a plus de prétention tout à fait universelle, mais qui s'attache plus à l'individu, aux peurs isolées et au subconscient de l'individu. Donc cette œuvre a été créée en 2008 sur des textes de Eliot, Blanchot, Kafka et Beckett, et a été créée tout spécialement pour le quatuor vocal Hilliard Ensemble. Ici, Goebbels va travailler sur le rituel et le fragment dans une dynamique qui parcourt toute l'œuvre et qui forme une tension. Dans cette première scène, il y a un premier essai, une sorte dans un esprit de religiosité et de perfection. La musique est un parfait contrepoint, et dans la mise en scène, on la ressent également. On est dans un effet de symétrie, un effet calculé des corps dans l'espace et le temps, donc un contrepoint physique épuré, et les chanteurs s'exercent un rituel implacable qui est que chaque élément du décor est emballé petit à petit et ensuite remis exactement dans le sens inverse. Donc on est dans une symétrie inversée, mais où les corps sont également synchronisés ensemble. Mais cette première essai dans un esprit de très religieux forme une aporie, parce qu'il n'y a pas de sens, pas de fuite et pas de réponse possible. Et d'une certaine manière, Goebbels, dans son œuvre, nous met face directement à l'échec. Puisqu'il décrit plutôt un non-lieu de la conscience et de la temporalité, avec un jeu de rôle qui s'opère, orchestré par 4 hommes, à la fois acteurs et part intégrante du décor vivant et résonnant de sens. Il y a l'idée d'une psalmodie avec un récitant qui se met devant, mais c'est une prière de l'absurde, une plainte de l'homme qui se désole, qui ne sait plus ce qu'il est, une sorte de litanie du rire face à l'abîme métaphysique. Et je cite le texte: « J'ai compté ma vie à coups de cuillère à café », ce qui ne veut en soi pas dire grand-chose, et montre bien qu'il y a une sorte d'essai et qui ne mène à rien. Donc Goebbels dessine une dynamique, contrairement à un résultat totalisant et abouti, et il se concentre sur une esthétique du fragment. On est en présence de 4 textes pour 3 scènes en tout, des espaces semi-ouverts, semi-fermés, et le texte ressasse toujours l'oubli, le fragment et la mémoire. Dans la deuxième scène, on est face à une maison, et comme vous le voyez, on retrouve l'idée d'une unité complète et à la fois de 4 ouvertures seulement, qui ne permettent pas les acteurs les uns aux autres d'entrer totalement en interaction les uns avec les autres. L'idée, c'est bien d'ouvrir l'espace avec des possibilités musicales électroniques. Donc une bande-son va essayer de stimuler un ailleurs, donc des bruits de rue, de voitures, etc. D'abolir les distances avec des outils technologiques comme le téléphone ou la télévision qui sont à l'intérieur de la maison. Et scéniquement, la maison elle-même essaie de s'ouvrir. D'ailleurs, la manière dont elle vient sur scène, c'est sans rideau, donc c'est à vue, un changement à vue. La maison se présente aux spectateurs. Durant toute la scène, les acteurs jouent avec des jeux de lumière, etc., pour essayer d'ouvrir, ils jouent avec les fenêtres, etc., pour essayer d'ouvrir l'espace. Mais c'est plutôt il y a toujours cette dynamique paradoxale de l'unité et de la multiplicité, voire de la perdition, avec un dérangement totalement psychotique. L'homme tente et échoue, et musicalement, dans un contrepoint fugué, une sorte de canon, les voix se succèdent, s'entremêlent furtivement, se croisent et s'interpellent, mais il y a toujours l'échec d'une stabilité, d'une unité stable. La conclusion de ce tableau est d'ailleurs qu'il n'y a plus de narration possible. Je cite le texte: « A story, no more story, no more story. » Not a story, no more story. Et c'est ainsi que commence le dernier tableau. Les premiers mots sont encore rien. Donc on est toujours sur l'idée de quelque chose qui va de toute manière à l'échec, mais qui essaye toujours. Et c'est d'ailleurs le plus herméneutique, une sorte de coin obtus de chambre, avec une grande fenêtre dans le coin. On ne respire plus et on se sent comme acculé ici, comme dans les confins de la conscience. L'espace est potentiellement ouvert,
mais nous ne sommes en présence que d'une partie de la pièce, dont le prolongement est certes suggéré de la même manière que dans la maison, la bande-son permettait de suggérer un ailleurs à la pièce. Ici, la fenêtre, la porte et la télévision supposent un arrière, et pourtant l'atmosphère reste lourde et pesante. La musique joue avec la répétition propre au texte lui-même, insistance, flux et reflux de la plume de Beckett, dans un contrepoint très serré, où les acteurs-chanteurs renaclent le mot et leur sens, et s'allume à intervalles réguliers le projecteur qui diffuse des images de montagnes, de plages, etc. À chaque photo, l'harmonie musicale va changer légèrement. On sent que l'outil électronique et la bande-son influencent le chant, mais ce sont d'infimes changements et d'infimes variations qui, au final, n'aboutissent à aucune conclusion réelle. On est de fait en présence de souvenirs, d'apparence de souvenirs, miroir et mémoire, avec comme seule porte sur le monde la technologie d'une certaine manière, puisque c'est ici vu par l'objet de la télévision. Et d'ailleurs, à ce propos, Daniel Cohen-Levinas écrit « L'opéra marche à reculons vers son avenir ». On a bien l'idée de quelque chose qui se construit en regardant toujours en arrière, et donc dans une sorte de peur, d'oubli et de fragments. Et donc par rapport à ça, j'aimerais juste finir avec l'exemple d'une création contemporaine qui est 300 bisons par la Compagnie du Triangle, dont toute l'œuvre se concentre sur cette problématique qui est la coexistence de l'homme avec la machine. Peut-elle être rendue possible, et qui met donc en scène une difficulté, la difficulté du langage, la difficulté de l'habitat, d'appropriation de l'espace et du temps, et de la perte de la mémoire, thème que l'on a déjà retrouvé chez Goebbels. Ici, on est en présence de scientifiques qui tentent avec méthode de capturer des sons produits par leur propre machine. Donc là, c'est l'une des deux machines qu'ils utilisent sur scène. L'autre est une sorte, je ne sais pas comment, j'ai pas la photo, mais je ne sais pas comment montrer. Avec une sorte de bobine d'une résistance, il produit des sons via un système électronique qui bouge avec des tuyaux, et donc qui permettent de contrôler les harmonies et la fréquence du son. Les harmoniques, pardon. Et donc c'est avec méthode que ces scientifiques essaient de les produire et de les enfermer, ensuite dans des bocaux de verre qu'ils suspendent au plafond. Mais ce qui est démontré, encore une fois, c'est l'échec de cette méthode, et d'une certaine manière, le biologique semble reprendre le dessus avec cette entité qui surgit pendant la nuit et qui fait éclater les divers sons préalablement enregistrés comme autant de bulles sonores. Ça se traduit sur scène par un bouleversement complet des mécaniques humaines, et donc les scientifiques se retrouvent recouverts de branches et de feuilles, de la même manière que l'était l'entité de la nuit qui venait les déranger du coup dans leur répétition quotidienne très machinée. Ça m'a fait penser d'ailleurs à Swifter Dinge de Goebbels, qui de la même manière travaille sur cette même esthétique avec des branches qui surgissent, des feuilles qui surgissent de tout un univers fabriqué par l'homme, et donc avec cette interaction intéressante de l'homme et de la machine. Et donc en conclusion, puisqu'il faut bien y venir, ces exemples illustrent deux manières d'intégrer l'électronique sur scène, et sont de fait le reflet de deux conceptions esthétiques et politiques au sens large différentes, deux conceptions même métaphysiques différentes, qui pourtant recèlent des points communs très intéressants. D'une part, l'idée de stimuler un ailleurs, d'ouvrir la scène par des symboles dans le cadre, par exemple, des créateurs américains, ou encore par la suggestion, par le son, par la lumière extérieure chez, par exemple, Goebbels. L'idée aussi d'explorer l'inouï avec des sons machinés, le bruit qu'utilise énormément Goebbels, et même les sons créés sur scène, comme c'est le cas chez Goebbels et avec la Compagnie du Triangle dans 300 bisons. Il y a aussi également l'idée de renouer entre technologique et biologique, soit d'une part en pensant le corps comme la partie d'un tout, donc dans l'idée d'un manifeste plus politique, avec une idée d'une dissolution des frontières entre corps, voix et instruments, soit dans une dynamique plus nostalgique, avec des jeux de miroir, de regard et surtout sur le passé. Et le tout, d'une certaine manière, est toujours formé dans le cadre d'un rêve et d'une utopie qui, certes, semble impossible, mais qui sert de lanterne, d'une certaine manière, pour informer le réel. Et j'aimerais finir avec cette citation de Giordano Ferrafi. « Le technologique dans l'art lyrique ne remet pas en question l'imaginaire, elle déplace la part d'ambiguïté et de poésie. Si elle n'éteint pas la lueur de mystère et d'indéfinissable dans la fiction, elle en modifie indéniablement la perspective. » Merci pour votre écoute.